Salut Léa, heureux de retrouver dans Je crois en toi en mode podcast. Sois la bienvenue. Hello Jean-François, et ben écoute, merci de me recevoir chez toi, ça me fait très plaisir. Bah écoute, plaisir partagé parce que j'avais vraiment à cœur de t'accueillir et surtout de te découvrir dans ce podcast avec un regard un peu différent. Je suis sûr qu'on va découvrir plein de choses hyper intéressantes à ton sujet. L'idée de ce moment passé ensemble, c'est vraiment de parler de toi à travers ton histoire, ton parcours et le sujet de la vision qui est vraiment mon dada. Mais avant ça, j'avais envie de commencer par parler de ton actualité perso finalement, puisque tu rentres de voyage il n'y a pas si longtemps que ça, tu étais en Afrique du Sud, c'est ça? Et ben écoute, il se trouve que, alors, plusieurs choses. Donc, j'ai mon chéri et moi, parce que c'est toujours des voyages qu'on fait en commun, on a vraiment tous les deux une passion qui est très très forte, à la fois pour la nature et les animaux qu'on adore observer, auprès desquels on adore être, tu vois. Et donc, l'année passée, on s'est dit, OK, on saute le pas, on fait notre premier voyage, notre premier safari, on part en Namibie. Et il se trouve qu'on avait tellement aimé l'expérience, ça a été une bulle et un moment de vie tellement marquant et tellement plaisant pour nous, tu vois, que non seulement on s'est dit, tiens, ça c'est le style de vie qui un jour peut-être pourrait nous brancher, mais surtout à court terme, on s'est dit, bon, on va peut-être, on va retenter l'expérience. Et donc, ce qui fait que bah, là, cette année, du coup, en septembre à nouveau, on est parti en Afrique du Sud pour bah, voilà, retrouver notre chère Bruce qu'on aime tant. Et figure-toi que, petit spoiler, l'année prochaine, en septembre 2025, on est déjà en train de booker le prochain voyage, qui sera cette fois un voyage familial, puisqu'on part avec le papa de mon chéri, qui est photographe animalier, au Botswana, pour un petit voilà, trip à trois avec les 4x4, tente sur le toit et compagnie. Donc voilà, c'est un coup de cœur, on va dire, pour cette région qui s'est matérialisée. Et donc là, on ponce un petit peu, on va dire, les quelques pays qui nous intéressent. Mais à un moment donné, il va aussi falloir qu'on voit un peu autre chose, je pense. Parce que bon, on ne peut pas non plus être tous les étés dans la brousse, quoi. Et concrètement, quand tu es euh, en train de profiter de ce type de voyage, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Bah, tu vois, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est très finalement en contradiction, et c'est ça que j'aime aussi dans ces destinations, c'est que c'est très contradictoire avec nos styles de vie modernes, dans le sens où, alors, chacun va après organiser son voyage comme il le souhaite, mais nous, ce qu'on aime faire, c'est vraiment du safari tout le temps, tu vois. Donc, on est dans notre voiture, on est dans notre 4x4, et c'est parti, quoi, tu vois. Toutes nos journées sont rythmées selon les horaires de lever et de coucher du soleil. Donc on part tôt le matin à l'aube, on s'en va avec le 4x4, on va dans la brousse, on commence bah, justement à profiter de ces premières lueurs pour essayer de trouver les animaux. Tu vois, c'est vraiment en fait tout du long de la contemplation, un petit peu cette quête, cette recherche, cette traque, tu vois, de dire ah tiens, est-ce que je vois ici sous cet arbre une petite silhouette, un petit truc, quelque chose. Et tu sais, un peu cette excitation de te dire ah, ça fait peut-être 40 minutes que je tourne, que je vois rien, et là, je suis le premier à tomber sur cette famille de lions qui vient de chasser et qui sont là avec leurs petits lionceaux qui partagent un moment. Enfin, il y a quelque chose d'assez magique, et je trouve que chaque découverte qu'on fait est méritée et nous demande en même temps d'être extrêmement connectés à l'instant présent. Chose, tu vois, qu'on prend pas le temps de faire vraiment dans nos sociétés modernes où tout va vite, où finalement on est toujours sur le coup d'après, où on fait des choses mais sans trop faire attention à notre environnement. Là en fait tu prends tous ces curseurs, tu les mets à l'extrême opposé et tu arrives un peu dans le style de vacances idéal qu'on aime faire tous les ans avec mon chéri. Voilà. J'imagine que quand tu reviens d'un voyage comme ça où tu es dans la contemplation, où tu profites de l'instant et tu cultives aussi cette notion de curiosité que je pressens comme étant un peu une valeur fondamentale chez toi, euh, finalement, est-ce que tu t'es pas dit de retour de ce voyage, euh, j'ai besoin de rééquilibrer, d'ajuster, de changer des choses? Est-ce qu'il y a eu des espèces de révélations qui ont un peu émergé? Ah oui, oui, complètement, complètement. Et en fait, je dirais que moi, le bénéfice vraiment que j'en tire, c'est beaucoup plus de reconnexion à moi, tu vois. Parce que j'ai
tout le temps l'impression au quotidien de courir comme un coq sans tête. Tu vois, c'est un peu, j'ai l'impression que parfois la vie me roule dessus, mais vraiment. Et comme je suis du style à souvent faire passer les autres et les clients, l'entourage, mes responsabilités, parfois qui sont des vraies responsabilités, parfois qui sont des responsabilités que je m'impose complètement fictives, tu vois, avant moi, avant mes propres besoins, mes propres priorités, et que j'ai beaucoup de mal en fait à m'autoriser au quotidien du temps pour moi, pour ralentir et parfois en fait juste pour ne rien faire, et ben le fait d'être forcé de le faire et d'être autorisé presque à le faire l'espace de quelques jours par an, ça m'aide en fait justement à me reconnecter, tu vois, à qui je suis, à mes besoins, à mes aspirations, à ce que j'ai envie, à faire un peu le point, tu vois, sur les différents mois qui viennent de s'écouler, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé, comment est-ce que je me sens, comment est-ce que je vois l'avenir. Et donc voilà, il y a eu à nouveau sur ce voyage quelques petites révélations, enfin... C'est plutôt, tu vois, des réflexions de fond où je me suis dit, ok, là je crois que, pour t'en donner une par exemple, je me suis dit, tiens, tu vois, c'est étrange, y a plein de choses que je fais et effectivement c'est chouette, ça fonctionne, mais est-ce que je me sens profondément fière des initiatives que je mène dans le sens où moi l'audace, tu vois, c'est une valeur qui est très importante pour moi, justement cette notion un peu d'audace, de curiosité, d'aller oser, tu vois, d'aller peut-être impulser un mouvement, inspirer les gens aussi de par nos actions, tu vois, notre capacité à sortir un petit peu des sentiers battus et ce genre de choses. Et je me suis dit, tiens, ça c'est marrant, c'est une valeur que j'ai, mais je l'incarne dans certains pans de ma vie, mais est-ce que je l'incarne vraiment dans mon business, tu vois? Est-ce que je suis vraiment audacieuse dans mes projets? Eh bah pas tant que ça en fait. Et donc ça a été un petit peu la claque que je me suis prise pendant ce moment de break intérieur. Et je me suis dit, bah tiens, en fait, moi je pense que pour prendre encore plus de plaisir dans mes projets, j'aimerais essayer de pousser un petit peu plus ce curseur de l'audace. Et donc là, je me suis dit, d'accord, bah comment est-ce que je peux essayer maintenant de faire les choses un peu différemment, tu vois, d'inventer des modèles qui seraient peut-être pas des modèles éprouvés, peut-être pas la solution la plus facile, la plus sécuritaire, sécurisante, mais juste plus kiffante pour moi. Et donc voilà, ça c'est notamment une des révélations et c'est déjà en marche. C'est une vraie idée d'authenticité en fait que tu soulèves, parce que euh, c'est vrai que tu incarnes vraiment cette posture d'experte sur cette notion de psychologie humaine versus le contenu, avec cette mission que tu t'es donnée, qu'on peut lire dans ta bio, avec l'idée d'armer 1 million d'entrepreneurs sur on pourrait dire ces biais, etc., pour faire que la création de contenu soit vraiment quelque chose à la fois d'accessible et de fort et de puissant. Et, et oui, on sent ce niveau de basculement petit à petit qui est en train de s'opérer. Finalement, est-ce que tu n'es pas en train de passer de la notion d'objectif à la notion de vision? Alors là, sache que tu vas adorer ce que je vais te dire dans quelques secondes. Parce que, je te préviens, parce que là, je suis à peu près sûre de mon coup. Non, le point, c'est que je me suis lancée avec justement une bride un petit peu de mission. Mais je suis d'accord avec toi, finalement, cette mission, quand je la regarde maintenant avec du recul, je me rends compte que elle a eu besoin de maturer pour devenir justement une vision. Et donc la mission que je m'étais fixée, finalement, tu as raison, elle était assez quantifiable, tu vois, c'était le truc un peu aspirant, tu dis 1 million pour dire en fait beaucoup, tu vois, c'est un peu un terme générique pour faire très stylé, mais finalement, rien n'est très clair dans l'esprit de la personne qui l'a rédigé, à savoir moi. Mais juste pendant, on va dire, jusqu'à cet été, cette formulation-là m'a donné un petit peu un cap, plutôt d'un point de vue ligne édito, je dirais que d'un point de vue plus aspirationnel. Et en fait, il se trouve que ça a fait partie de mes réflexions cet été quand je suis partie en vacances et je me suis dit, tiens, mais c'est marrant Léa parce que, tu sais, j'arrivais un peu à un stade où, ça y est, maintenant j'avais posé les fondations de mon branding, on m'avait bien identifié sur une niche très spécifique, ce qui m'a permis à la fois de prendre la parole sur un sujet qui me tient vraiment à cœur, mais aussi d'être voilà, d'être rendu visible rapidement parce que l'association d'idées qui fait que création de contenu plus psychologie, en fait, si tu veux, il n'y en a pas 130 000, donc les gens pensent à moi rapidement, ce qui me permet d'émerger et ce qui a énormément servi aussi mon activité. Mais j'arrivais un peu à un stade où je me disais, tiens, je sens que, pas tant que je tourne en rond, mais que
là maintenant je suis à cette phase de mon développement où j'ai aussi envie, tu vois, de parler d'autres choses, d'autres sujets qui me font vraiment kiffer et que pour le moment je mets un peu sous le tapis parce que je me dis, ah bah tiens, tu vois, ça rentre pas trop dans ma ligne édito et puis quand j'en parle ça fonctionne un peu moins bien et est-ce que ça intéresse vraiment les gens, est-ce que je suis vraiment légitime pour en parler? Et je me suis dit, mais Léa, finalement toutes ces idées que tu as, toutes ces envies que tu as au fond de toi et que tu matérialises pas encore, qu'est-ce qu'elles ont tous comme fil conducteur, tu vois, si tu dézoomes un petit peu, si tu arrêtes d'être dans ton carcan purement rationnel et que tu écoutes un petit peu plus ton cœur, qu'est-ce que ton cœur te dit et finalement, qu'est-ce qu'elles ont en commun toutes ces idées? Eh bien, je me suis rendu compte, très cher ami, que ce qui me drive vraiment est la vision que j'ai envie d'avoir, le point commun, le fil rouge de toutes les initiatives que j'ai envie de lancer en fait, c'est de réhumaniser la création de contenu, tu vois, de faire en sorte de permettre, d'aider, tu vois, des humains à créer du contenu pour d'autres humains. Et ça veut dire à la fois comprendre l'humain auquel on s'adresse pour être sûr, voilà, tu vois, de lui parler finalement de manière empathique, de mettre toute son empathie finalement au service de sa cible, parce que c'est un super pouvoir, notamment en création de contenu, mais aussi d'être plus humain dans sa manière d'aborder sa création de contenu, en se reconnectant à soi et en se disant, tiens, mais en fait, moi qui je suis vraiment, tu vois, qu'est-ce qui me fait kiffer? Quel est le contenu que j'ai vraiment envie de créer, tu vois? Comment est-ce que j'ai envie de le faire? Quelles sont toutes ces pratiques avec lesquelles je suis pas forcément d'accord? Et en fait, c'est ok peut-être de dévier de ce chemin, peut-être que ce qu'on m'a dit n'était pas adapté à moi ou pas vrai tout court, tu vois? Et donc voilà, c'est ça, d'autoriser un peu plus les gens à être eux-mêmes et de les forcer, non, c'est un peu méchant de dire de les forcer, mais de les inciter à comprendre encore mieux la personne à laquelle ils s'adressent. C'est hyper intéressant dans le sens où ça va soulever des questionnements au niveau de l'alignement de tes valeurs avec la vision. Ça va aussi être en lien avec cette idée de croyance limitante dont on parle beaucoup sur LinkedIn. Au niveau des croyances limitantes, là on sent qu'on est à quelques encablures de ce sujet-là quand tu parles de cette vision qui est en train de bouillonner en toi, qui est en train de te dire mais vas-y Léa, il faut que tu y ailles, il faut que tu appuies. Est-ce que tu as bossé sur des croyances limitantes? Alors, tu vois, étrangement, ce sur quoi je travaille de plus en plus, c'est pas tant des croyances limitantes qui sont liées à ce point de bascule, c'est plus des croyances limitantes liées à moi, tu vois, au degré d'exigence que je me fixe, à mon rapport, tu vois, aux priorités, tu sais, aux fausses priorités, en fait, où tu te dis, mais il faut que je fasse tout maintenant, et en fait, non, c'est bon aussi de prendre le temps, ou alors les autres ne sont souvent pas aussi exigeants qu'on l'est envers nous-mêmes. Donc ça va être plus ce type de réflexion qui m'anime en ce moment, ou que j'essaye de travailler, qui viennent me challenger, tu vois. Mais j'avoue que je travaille assez peu autour de mes propres croyances limitantes. Et après, comment dire, j'ai pas le sentiment de me freiner énormément, tu vois. Ça, c'est un truc qui m'a toujours... je crois que j'ai eu beaucoup de chance de ce point de vue-là, faut se le dire, tu vois. Je crois que j'ai développé une confiance en moi et une capacité à me mettre en action assez jeune, ce qui fait qu'en fait, dès que j'ai une révélation, dès qu'il y a un truc qui vient me démanger, un peu me titiller, eh ben en fait, c'est presque plus inconfortable de rester dans mon statu quo que d'aller justement faire la bascule qu'il me faut pour justement me rapprocher un petit peu plus de ce qui me fait vibrer. Donc là, j'ai envie de te dire non, mais probablement aussi parce que j'ai pas assez creusé le sujet, tu sais. T'es une femme d'action, ça se sent. Et comment cette action finalement, tu vas l'incarner? Est-ce qu'il y a des moments qui vont être plus dans la réflexion et tu vas vraiment prendre le temps de prendre beaucoup de recul quand tu as un problème ou tu as un dilemme? Ou est-ce qu'au contraire, c'est tout de suite je me mets en action parce que c'est ma manière de dépasser des questionnements? Il y a deux façons de le voir et ça va se manifester différemment, tu vois, selon les situations. Il y a je me mets en action parce que là, je sens. Je sens que ce truc, ça me drive à fond. Je sens que ça me donne tellement d'énergie
que si je le fais pas maintenant, en fait, ça va me rester au fond de la tête, tu sais, et je vais pas réussir à être concentrée sur les autres tâches que je veux faire parce que j'ai tellement envie de faire ce truc là maintenant tout de suite. Donc c'est un peu ce feu intérieur qui m'appelle, et ça c'est une facette de Léa qui passe tout de suite à l'action. L'autre facette de Léa qui passe tout de suite à l'action et qu'il faut aussi apprendre à calmer, et ça fait partie du travail que je suis en train de faire, c'est une Léa qui fait les choses, qui est très, je pense, ambitieuse, tu vois, et qui a un degré d'exigence très élevé envers elle-même, et donc qui va se fixer parfois des deadlines et des projets complètement fous sur des temporalités complètement folles. Et donc, ce qui se cache derrière ça, c'est à la fois, on va dire, un besoin d'accomplissement, je pense, par l'action, par le volume de tâches qui est effectué et qui, pour moi, en fait, est une forme de gratification, alors que par moment, il faudrait faire moins, mais le faire plus en profondeur et prendre le temps, tu sais, de faire les choses. Et de l'autre côté, je pense qu'il y a aussi une peur, tu sais, c'est toujours la peur de ne pas aller assez vite, de pas faire assez bien, de se faire dépasser, de ci, de ça. Et donc je pense qu'il y a un peu cette dualité entre certains projets. Ça va être vraiment mon envie et mon feu intérieur qui va me porter, et en fait je le fais et j'ai envie de le faire vite parce que vraiment ça me prend aux tripes. Et il y a d'autres projets qui sont complètement, que je fais vite et que je fais rapidement, tu vois, et avec beaucoup d'intensité, mais pas toujours parce que ça me drive particulièrement ou parce que c'est absolument nécessaire, mais aussi parce que je suis animée par tout un tas de peurs et tout un tas de croyances sur moi-même, d'exigences démesurées et compagnie. Donc voilà, c'est un peu... Et le plus dur en fait dans tout ça, c'est de pouvoir un petit peu... Enfin, c'est pas le plus dur, mais il faut du coup s'accorder aussi ces moments de recul, tu sais, où tu es capable de te dire, ok, là, wait, Léa... Là, tu es en train de faire ce truc. Qu'est-ce qui te drive? Est-ce que c'est vraiment ton envie? Est-ce que c'est une forme de peur? Si oui, qu'est-ce qui est vraiment urgent? Sur quel est l'objectif de ce projet? Sur quoi est-ce que tu dois vraiment te concentrer? Est-ce que tu peux peut-être déroger au deadline que tu t'es fixé toute seule et qui n'implique personne d'autre? Peut-être que oui, Léa, c'est une bonne idée. Et donc voilà, je suis un peu, tu vois, en ce moment dans tout ce travail-là. Mais tout ça pour dire que, ouais, il y a une grosse force d'action. Mais parfois, ça cache aussi une part de vulnérabilité et quelques failles, quoi. Si je te dis que la vulnérabilité, c'est là où se trouve ta plus grande force, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Mais je crois que c'est assez vrai, tu sais, parce que je crois que la vulnérabilité, finalement, c'est à la fois ce qui nous fait avancer, tu vois, d'être très conscient de quelles sont nos zones d'ombre, quelles sont nos vulnérabilités. Je crois que c'est une forme d'honnêteté intellectuelle envers soi-même et une forme de main tendue aussi vers la progression personnelle. Mais c'est aussi ce qui permet vachement de raisonner avec les autres. Sincèrement. Je crois que c'est ce qui nous marque souvent le plus, tu sais, ces moments où quelqu'un se livre, se met un peu à nu devant toi, ces discussions marquantes et profondes que tu vas avoir, cette connexion qui va s'établir de par un parcours commun, des craintes communes. Je crois que le monde en a aussi un peu plus besoin. Et moi, la première, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je partage pas. Parfois parce que je suis pas forcément à l'aise de le faire, parfois parce que j'ai cette petite voix au fond de moi qui me dit enfin Léa, tu vois, allez, enfin tout le monde s'en fout quoi. Pourquoi tu veux étaler ta vie, c'est absolument ridicule. Et aussi d'autres fois parce que paradoxalement il y a aussi des sujets sur lesquels moi-même, tu vois, je n'ai pas encore su mettre de mots, donc c'est très difficile de le verbaliser, je trouve, à l'extérieur. Mais ouais, je trouve que la vulnérabilité, c'est peut-être une des dimensions sous-cotées à exploiter davantage, mais tu vois, de manière naturelle en fait. J'ai pas non plus Mm. envie que ça devienne une nouvelle injonction à soyez vulnérable. Et alors là, ça y est, ça chiale devant les caméras. Ça raconte tout et n'importe quoi. Oh mon Dieu, ce matin, je me suis coupée. Ça m'a rappelé à quel point la vie était courte. Je me suis mise à pleurer, tu vois. Ça va. Une vulnérabilité, on va dire, sincère et potentiellement utile. C'est pas mal. Tu disais la vulnérabilité, elle est clairement sous-cotée aujourd'hui, ou du moins elle n'est pas très bien exploitée. Et à mon tour, je trouve que l'intuition, elle est sous-cotée sur LinkedIn. Est-ce que toi, tu te fais aussi cette réflexion sur la place de l'intuition en matière
d'entrepreneuriat et de création de contenu? Bah, en fait, tu vois, j'ai pas mal réfléchi justement pendant mon voyage cet été, et c'est une réflexion que j'ai pas encore partagée. Mais j'ai observé mon propre cas en me disant, tiens, c'est rigolo, tu vois, Léa, toi qui es assez intuitif quand même d'un point de vue de tes créations de manière générale, tu vois, parfois il y a des trucs, je sais pas les expliquer, mais je sais que ça va fonctionner. Comment ça se fait que dans le business, t'aies pris tellement de temps finalement à être un peu plus intuitive? Enfin, tellement de temps. Encore une fois, tu vois, là j'ai un discours qui est un peu violent envers moi-même, ça fait pas non plus tant de temps que ça, mais plus de temps, on va dire, que potentiellement ce que ça t'aurait pris pour la création de contenu. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que je pense que quelque part, l'intuition ne naît pas non plus du jour au lendemain. C'est aussi une intuition finalement qui est acquise, qui est apprise à travers nos expériences. Et tu vois, un truc que je répète souvent à mes élèves, notamment pour les profils extrêmement débutants, là on rebascule sur la création de contenu, mais tu vas vite comprendre le parallèle, c'est que généralement, création de contenu, 3 phases. Quand tu débarques et que tu connais rien du tout, que c'est genre ton premier jour, que tu as un petit baby avec ton sac à dos sur le dos en maternelle, tu vois, et ben qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, quand tu débarques sur LinkedIn, tu te mets à regarder un petit peu ce qui se fait, tu vois. Tu regardes, tu analyses, tu regardes ce que font tes concurrents, qu'est-ce qui fonctionne pas, etc. Et là, pendant les premiers mois, tu te fous la paix et juste tu essayes de t'imprégner. Tu prends un peu ce qui t'inspire, tu crées, tu te casses pas la tête avec une stratégie hyper cadrée, tu t'imprègnes les codes et tu les comprends. Une fois que tu les comprends, tu peux commencer justement à les peaufiner, puis une fois que tu as peaufiné ces différents codes que tu as pu acquérir, on va dire, tu peux enfin les casser, tu vois. Donc tu as vraiment le truc, observer, les comprendre, les implémenter, les maîtriser, puis les casser. Et en fait, je me suis rendu compte que fine, tu vois, c'est un peu ce que moi aussi j'ai fait en fait. J'ai débarqué dans le business, tu vois, je connaissais pas grand chose. Enfin, j'avais vu des boîtes, enfin évidemment j'avais évolué dans des boîtes, mais à un poste de salarié ou de consultante interne, donc tu gères pas du tout les mêmes sphères de responsabilité et la même pluralité de responsabilité. Donc là, j'avais mon propre bébé, j'étais mon petit capitaine à bord. Et ben, il m'a fallu les premiers mois justement pour m'imprégner des codes business, tester des choses, voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, comprendre un peu les mécanismes, qu'est-ce qui prend, qu'est-ce qui prend pas. Et maintenant, en fait, finalement, je me sentais la maturité et puis aussi l'expérience, les compétences d'aller voler un peu plus de mes propres ailes et d'être un peu plus challengeante avec moi-même, tu vois. Et donc voilà, tout ça pour dire que je pense que effectivement l'intuition n'a pas encore suffisamment sa place, mais je veux pas non plus qu'on renvoie un discours d'injonction à l'intuition, parce qu'en fait il y a une phase pour tout, quoi. Tu vois, je pense que l'intuition vient aussi de nos différentes expériences et ne peut pas se développer du jour au lendemain, c'est tout à fait normal. Donc, tu considères que l'intuition, c'est un muscle, finalement? Ouais, je pense que c'est vraiment je pense que c'est un muscle qui s'entretient, mais qui doit d'abord surtout se fortifier, tu vois. Et une fois que tu as récupéré, tu sais, c'est un peu des micro-insights, des micro-éléments autour de toi, ton œil finalement est beaucoup plus facilement capable de créer ces liens, inconsciemment, tu vois, d'établir des liens qui te mènent vers une voie qui soit bonne pour toi, soit bonne pour tes objectifs, sans que tu sois forcément immédiatement capable, tu vois, justement de le verbaliser, de l'expliquer. Parce que tu as cette intuition, tu as ce truc, ton cerveau a fait des connexions que tu n'es pas capable finalement d'expliquer encore à l'heure actuelle. Donc je pense qu'il y a vraiment ce terrain qui est lié à l'expérience qui est important. Enfin, en tout cas, c'est ma vision. Ça a été un petit peu la réflexion que je me suis faite en vacances. Euh, Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de personnes et ça je le vois dans mes élèves qui sont coupés en fait complètement de leur intuition. Tu sais, c'est un peu le syndrome du bon élève. Ces gens qui veulent tout bien faire, tout comme on leur dit. Il y a pas un trait de côté sur la case et du coup qui sont complètement coupés d'eux-mêmes parce que quelque part, on est un peu dans une société qui est aussi très binaire, tu vois, tu as l'impression que soit c'est A, soit c'est B, et attention, le C n'existe pas. Genre, si tu inventes un propre modèle ou que tu apportes ne serait-ce qu'un poil de nuance, tu vas partir en prison, quoi. C'est un truc de dingue. Donc, ça m'effraie. Sincèrement, c'est un truc qui me travaille beaucoup et qui me fait très peur, en fait. En quoi ça te fait peur? Bah, ça me fait
peur parce que, en fait, je vois des gens qui s'enferment vraiment dans des cases qui sont pas les leurs, quoi, tu vois. Et donc, ça engendre tout un tas de problèmes. Ça a des répercussions énormes sur leur niveau de bien-être, sur leur entourage, sur toutes ces choses-là. Et je me dis, mais quelle tristesse! Et j'ai peur parce que je trouve qu'on prend pas assez le sujet en main. Et je suis effrayée de voir la quantité de personnes que ça concerne et donc la quantité de personnes invisibles que je n'ai pas l'occasion de rencontrer qui sont certainement dans ces mêmes situations. Je me dis que c'est vraiment le moyen quelque part de pourrir son projet ou de pourrir son rêve en créant finalement le business de quelqu'un d'autre, tu vois, ou en suivant la voie d'une autre personne mais qui n'est pas la nôtre. Et moi, ça me touche énormément ces sujets-là, tu vois. Je lutte profondément contre les carcans et contre cette tendance, ouais, voilà, à mettre les gens dans des cases et à oublier un petit peu la notion d'unicité, quoi. Tu parlais de peur qui mène à une lutte. Euh, et finalement, ça rejoint ta vision. Si je te pose la question comme ça, te dire finalement, contre quoi tu as envie de te battre? Bah, en fait, contre toutes les normes. Tu vois, j'ai un côté... moi, j'admire justement, j'ai envie que tout le monde puisse se sentir libre. Tiens, libre, ce mot, je crois qu'il n'est pas non plus choisi au hasard. Libre d'être un peu insolent, d'être un peu rebelle. C'est vraiment le mouvement que j'ai envie d'insuffler. Rebelle finalement envers son environnement, mais tout en restant respectueux des autres. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai envie de lutter contre ça, j'ai envie de lutter contre toutes ces approches qui pour moi sont déshumanisées, qui ne prennent pas l'humain en compte. J'ai envie de lutter contre toutes ces vérités universelles qu'on brandit et qui, quelque part, mettent les gens sur des rails, les enferment dans des cases, les enferment dans des moules qui sont trop petits ou trop grands pour eux. Ouais, j'ai... Comment est-ce que tu le verbaliserais ça? Tu vois, c'est très difficile en fait. Là, on fait l'exercice à voix haute. Tu sais, c'est vraiment cette idée de parfois de tirer le fil et de se dire, je commence à toucher du doigt un truc, mais je n'y suis pas encore. Mais en tout cas, je sens qu'il y a une flamme ou du moins une étincelle. Comment est-ce que tu te vois justement mettre, donner corps à cette envie, à ce feu qui commence à brûler? Bah, tu vois, je pense que là, comme ça, à chaud, pour moi, il y a deux chemins. Le premier chemin, effectivement, c'est de partager aussi mes réflexions, tu vois, d'amener beaucoup plus de nuances un petit peu dans ces dualités que je vois apparaître, de simplement en fait de poser une petite graine, peut-être d'ouvrir les personnes qui liront mes contenus à une nouvelle vision du sujet, à une nouvelle approche, peut-être plus nuancée qu'ils n'avaient pas forcément en tête jusqu'ici. Donc je pense qu'il y a d'encore plus puissant, c'est de l'incarner en fait. Et donc là, c'est mon rôle, c'est ma responsabilité aussi d'incarner cette posture-là parce que c'est aussi par l'exemple qu'on se rend compte que les choses sont possibles. Et moi, par exemple, enfin, typiquement, tu sais, la personne qui a planté la petite graine dans ma tête, c'est Kylian Talin. Tu vois qui c'est? Oui, Qui a créé la Maison des Créateurs, l'Anti-Business, non, l'Anti-Business Club, je crois que c'est ça. Bon, il a organisé récemment un atelier et j'ai trouvé son atelier tellement chouette, ça m'a vraiment inspirée, tu vois. Donc pas tant sur la partie contenu pratico-pratique, mais l'énergie, la façon dont il avait mené ça, le niveau de générosité qu'il avait amené dans son projet, c'est des choses qui m'ont vraiment inspirée. Et c'est ça qui a planté la première graine juste avant que je parte en vacances. Et cette graine, elle a un peu germé. Et je me suis dit, tiens, mais moi aussi, en fait, j'ai envie de créer ce genre de déclic chez les gens autour de moi. j'aime beaucoup l'idée du verbe incarner, c'est un verbe qui est hyper précieux pour moi. C'est quoi la définition de l'incarnation pour toi? Bah, il y a un peu une forme de congruence, tu vois. Je pense que il y a, l'image que je prends souvent un petit peu, c'est de... Bah, alors la question vraiment très pratico-pratique, c'est de se dire, ok, est-ce qu'aujourd'hui, mes actions sont alignées avec mes valeurs? Est-ce que je suis vraiment cohérente? Il y a vraiment cette notion de cohérente
de cohérence, pardon, avec qui je suis et avec ce qui me tient à cœur et ce que je défends. Et après, il y a un peu cette image de me dire, ok, si dans quelques années, je sais pas, j'ai un enfant et que je retrace un peu le fil de ma vie, est-ce qu'il y a des choses que j'ai faites que j'aimerais pas que mon enfant il sache que j'ai fait, tu vois? Des choses que j'oserais pas trop lui avouer parce que je suis pas hyper à l'aise avec moi-même, parce que j'ai un peu trahi qui j'étais à ce moment-là. Et ça, c'est un peu la métrique que je garde en tête. Et je crois que c'est ça finalement, c'est de pouvoir se retourner en se disant, bah, j'ai pas vraiment de regrets, tu sais, les actions que j'ai faites, qu'elles plaisent ou qu'elles plaisent pas, en fait, je suis en mesure de les justifier. Et au moment où je les ai faites, j'étais profondément alignée avec ce en quoi je croyais et la personne que j'étais. Qu'est-ce que tu aimerais laisser justement derrière toi en matière d'héritage entrepreneurial si on se projette dans 5, 10, 15, 20 ans, voire plus loin qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi et de ton travail finalement? Bah, moi, ce que j'aimerais qu'on dise de moi, tu sais, c'est, tiens, Léa, elle est arrivée, elle est arrivée dans ma vie à un moment donné, et ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait à ce moment-là, a créé un déclic chez moi, qui m'a permis de bifurquer finalement sur un chemin qui était plus écologique pour moi. C'est un petit peu ça, tu vois, le changement, l'impact que j'ai envie d'avoir dans la vie des gens. Alors après, comment est-ce que ça va se matérialiser concrètement et qu'est-ce que cet impact voudra dire de manière individuelle? Franchement, j'en sais rien. Et c'est peut-être pas du tout ce que j'imagine, tu vois, mais le fait de me dire qu'à un moment donné, j'ai eu cet impact fort et positif dans la vie des gens, que j'ai laissé une trace, tu vois, une trace un petit peu concrète dans la vie de quelqu'un et que j'ai été à l'initiative, on va dire, d'un tournant un peu marquant, peut-être. Chacun à son échelle, encore une fois. Ça, ce serait vraiment mais hyper kiffant, quoi. Donc un désir d'être inspirante. Ouais, ouais, c'est ça. Mais tu sais, parce que j'aime bien aussi cette posture de personne inspirante, parce que finalement, ça, c'est finalement assez respectueux. Maintenant, je me rends compte quand je le verbalise. Il y a des connexions qui se font dans ma tête. C'est assez respectueux aussi de mon approche. Donc, pas cette approche, c'est pas cette posture de sachant qui est dans la transmission descendante, tu sais, de dire, alors moi je sais, Coco, tu vas m'écouter parce que moi j'ai l'expérience, toi tu fais ça, ça, ça et ça, et tu te tais. Non, le côté inspirant finalement, c'est cette posture un peu plus ouverte, je trouve, qui est assez soumise à l'interprétation personnelle et qui du coup pour moi est beaucoup plus juste aussi dans les réponses qu'on y trouve. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu retiendrais de l'échange qu'on a eu là aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent là? Est-ce qu'il y a des réflexions où tu te dis, ouais, j'étais déjà dessus et je vais continuer à creuser? Ou alors il y a des pistes qui s'ouvrent? Qu'est-ce que tu auras envie de me raconter en conclusion? Mine de rien, comme c'est pas des, tu sais, c'est pas des sujets que j'ai l'habitude d'aborder. Et donc, ça me demande aussi de l'énergie que d'avoir ces discussions parce que justement, je suis pas dans mes systèmes de réponse automatique. Ah Léa, c'est quoi les trois ingrédients pour faire une accroche qui cartonne sur LinkedIn? Alors, ingrédient numéro un, et là ça déroule tout seul parce que tu sais, tu l'as déjà répété 130 000 fois et quelque part, ça vient activer des systèmes un peu moins énergivores, les circuits moins énergivores de mon cerveau. Là, ça m'a demandé de réfléchir et de réfléchir à haute voix à des sujets finalement que je me laisse assez peu le temps de creuser. Donc je te dirai après notre échange, mais je pense que ça a ouvert de belles portes. Est-ce qu'il y aurait une action que tu aurais envie de poser à la suite de cet échange, peut-être à travers un post ou quelque chose dans ton quotidien? Bah, l'action que j'aimerais bien poser, c'est justement une action en deux temps. Premier temps, aller prendre un petit verre d'eau ou un petit café, laisser quelques heures s'infuser et faire le bilan à la fin de la journée de ma journée et donc de notre échange par extension. Et puis de me dire, tiens, dans cet échange, qu'est-ce que j'ai dit à ce micro que j'ai pas forcément encore dit sur LinkedIn? Spoiler, beaucoup de choses. Et qui pourrait bah, justement faire l'objet d'un post, que sais-je, d'une vidéo. Tu sais, un truc... alors c'est peut-être une fausse excuse, je sais pas. Mais je suis aussi vachement plus à l'aise pour partager ce type de réflexions qui sont parfois encore des réflexions un peu embryons à l'oral, tu vois, qu'à l'écrit, qui est un exercice qui demande beaucoup
de capacité de synthèse, qui nécessite qu'on ait déjà des réflexions qui soient très construites, très structurées. Et parfois, je me demande si c'est pas aussi une forme de blocage, tu vois, si parfois j'aurais pas juste intérêt à poser ma caméra, à dire bon les gars, il y a ces réflexions-là qui me traversent la tête en ce moment, j'ai juste pas la réponse, je vous balance les trucs, on réfléchit ensemble à voix haute, enfin moi toute seule devant ma caméra, mais vous m'écoutez si vous avez envie de m'écouter. Et ça me permettrait peut-être aussi, tu vois, d'être un peu plus authentique parce que moins freinée par la réflexion que je suis en train de partager là à l'écrit, elle doit être figée parce que ça y est, elle est figée, tu vois, dans le marbre, sur papier, elle est écrite sur internet, la trace est là et elle ne bougera plus. Voilà, ça c'est dernière réflexion de fin qui n'a absolument aucune chute, aucune conclusion, mais je pose ça là. Aussi, je voulais aborder un point sur la conclusion, c'est le fait de se faire coacher. Toi, aujourd'hui, comment tu fonctionnes là-dessus? Est-ce que tu te fais accompagner? Avant mes vacances, si tu veux, j'étais complètement au bout du Rolls. J'ai eu un moment de down extrême, tu sais, où j'avais complètement perdu la flamme. J'étais objectivement, mais épuisée. Et en même temps, meuf, tu m'étonnes, ça faisait 1 an que j'avais pas pris de congé, que je bossais tous les jours, 7 jours sur 7. Donc à un moment donné, c'était juste évident que tout ça allait finir par craquer. Et donc, je pense que ça a dû se ressentir dans quelques posts, quelques signaux visiblement que j'ai envoyés. Et donc, il y a Dimitri, qui est mon coach. Dimitri Desuinder, c'est hyper difficile à prononcer. Je ne rigole pas, c'est pour ça que j'ai dû le mettre sous mes yeux. Mais vous le trouverez sur LinkedIn, je t'enverrai sinon après son nom et comme ça tu pourras mettre le lien vers son profil, qui m'a proposé justement de m'accompagner sur ces sujets. Et donc là, on travaille ensemble. On est déjà à bientôt notre 7e session ensemble d'accompagnement. Et je dis souvent que c'est hyper cliché, il le sait, je lui ai déjà dit, que ça a été un peu mon ange tombé du ciel. Vraiment, il est tombé dans ma vie, il est arrivé au bon moment, avec les bonnes intentions. Il m'a permis de remettre de l'ordre dans qu'est-ce qui était vraiment mes priorités, quels étaient les sujets à traiter avant tous les autres pour finalement me sortir de ma situation qui, à l'époque, était franchement catastrophique, tu vois, du point de vue de ma santé mentale et tout un tas d'autres choses. Et donc là, ça m'a métamorphosée. Tu vois, hier, on a fait un petit bilan de mi-parcours et c'est la meilleure chose que j'ai faite que de me faire accompagner par Dimitri qui a contribué justement à ce chemin aussi de reconnexion à moi et de priorisation de mes besoins. Léa, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose en guise de conclusion, finalement, à la fin de notre entretien? Ou plutôt non, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu pourrais te souhaiter pour le prochain petit pas? Je prends du temps parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais me souhaiter. Je crois que j'aimerais me souhaiter parfois de mettre un peu plus de chaos, tu sais, dans ma vie. C'est un peu contre-intuitif, mais justement, comme je suis quelqu'un qui est assez cadré, et c'est un tempérament aussi qui me définit, quoi, tu vois. Il y a des moments où j'ai un peu du mal, finalement, à me faire quelques infidélités, tu vois. J'ai l'impression que parfois je m'enferme dans un cadre et voilà, intégrer un peu plus de chaos dans ma vie, que ce soit dans ma routine, que ce soit dans ma création, que ce soit dans les deadlines, les priorités que je me fixe et être un peu plus flexible et un peu plus douce envers moi-même. Ça, c'est ce que je me souhaite.